Il y a des matins où la presse française regarde toutes dans la même direction. Ce matin, elle regarde des cendres. Le Porge, en Gironde. 11 jours après le départ du méga-feu de Somos, 42 000 hectares, les habitants ont pu rentrer chez eux hier. 180 maisons réduites en poussière. Les 4 quotidiens y sont, avec 4 regards différents. Le Figaro leur consacre 2 pages sous un titre qui dit tout. En colère, mais combatif. Colère contre la sirène du village qui n'a jamais sonné. Colère contre la préfecture. Madame la préfète va avoir des comptes à rendre, lance une habitante. Et un collectif de Porgers qui prépare déjà une plainte. Libération, lui, choisit une seule voix, celle de Ludivine d'Aurignac, qui ne parle plus de sa maison, mais de son terrain. 3 tasses ont survécu, 2 bleues, une rose. De notre maison, il ne reste plus que 4 murs. Autour, ça n'est plus qu'un tas de cendres. Il ne lui reste plus, dit-elle, qu'à faire un inventaire de tout ce qui a été perdu. Le Parisien, fidèle à sa manière, tient les deux bouts, le soulagement des uns et l'anéantissement des autres. Et les Échos prennent de la hauteur. Leur une pose la question d'après. Comment on replante ? 119 000 hectares brûlés depuis janvier, 11 fois la superficie de Paris. Derrière l'émotion, une filière, 200 000 emplois, 16 milliards et demi d'euros de valeur ajoutée. L'avertissement de Sylvain Delzon, chercheur à l'INRAE, reboiser, oui, absolument, mais à l'identique, certainement pas. Le Sud-Ouest s'aridifie. N'utiliser que du chêne de Bordeaux à Bordeaux, c'est d'un autre temps. Sauf que 3/4 de la forêt française sont privés. Autant dire que la décision sera lente. On change d'échelle et on passe la frontière. Le Figaro ouvre sa une sur l'Allemagne et le titre claque. Défense, les appétits de l'Allemagne irritent l'Europe. Sous l'impulsion de Friedrich Merz, Berlin a lancé un réarmement massif, mais, écrit le quotidien, en cavalier seul. Le journal ressort cette phrase du chancelier à Donald Trump en décembre. Si vous n'y arrivez pas avec l'Europe, faites au moins de l'Allemagne votre partenaire. Douche froide à Bruxelles. Les militaires français, eux, s'inquiètent de l'écart qui se creuse. 300 chars, une soixantaine de systèmes patriotes. La Bundeswehr est mieux équipée que l'armée française. Mais elle n'a pas l'expérience du feu. Un officier tranche. La France reste la meilleure armée d'Europe. Et l'éditorial de Patrick Saint-Paul va très loin. Titre : L'ombre du passé. On pensait les guerres de 1871, 1914-1918, 1939-1945 reléguées dans les pages des livres d'histoire, écrit-il, avant d'évoquer le réveil, chez les Européens, de la peur du retour de la Grande Allemagne. 3 mots barrent la colonne du Figaro. L'Allemagne veut dominer l'Europe. Deuxième front européen ce matin, et il est migratoire. Les ministres de l'Intérieur des 27 se réunissent en urgence aujourd'hui, après l'invasion de l'enclave espagnole de Ceuta. Les Échos racontent l'offensive de Giorgia Meloni, à l'origine de la lettre signée par 22 dirigeants européens. Suspension de Schengen avec l'Espagne, accélération du modèle albanais, projet de centre de rétention en Afrique et dans les Balkans. Sur X, la présidente du Conseil italien se félicite. La défense des frontières extérieures de l'Union est une responsabilité commune de l'Europe. L'éditorial de David Barrou dans Les Échos ne prend pas de gants. L'Europe est par nature une passoire. Il note qu'il existe pourtant une solution, la méthode Trump fondée sur la peur, pour aussitôt rappeler ce qu'elle a coûté à l'Amérique, sa tradition d'ouverture et une très grande violence. Le Figaro éclaire l'autre côté du miroir. Pedro Sanchez, de plus en plus isolé en Europe. Le quotidien conservateur espagnol ABC titre « Nous sommes seuls ». Donald Tusk enfonce le clou. L'Espagne doit prendre exemple sur nous si Schengen doit survivre. Libération, lui, est ailleurs, et il est seul à y être. Sa une photo satellite du pont de Crimée sous les panaches de fumée, et ce titre, Zelensky prend Poutine par la Crimée. 4 pages de grands reportages. Depuis 3 mois, l'Ukraine ne vise plus des cibles militaires, mais la viabilité même de la présence russe. L'objectif, résumé par l'ancien ministre Mikhailo Fedorov, transformer la presqu'île
en île. Rationnement de l'essence, état d'urgence régional, coupure de courant à répétition. Vue du ciel, la nuit, la Crimée est 5 fois moins lumineuse qu'à la normale. Plus de courant, donc plus de pompes, donc plus d'eau potable dans les étages. Un blogueur de Yalta le dit à la BBC. Les gens ont vraiment l'impression d'être à la limite de la survie. Retour en France, la campagne présidentielle ne prend pas de vacances. Le Figaro publie un portrait de Xavier Bertrand, qui se laisse jusqu'à la fin de l'année pour tester ses idées. Sa phrase du jour, « Quand je me déclarerai, ce sera en candidat indépendant, je l'assume ». Et cette pique à ses concurrents du socle commun. Quand je vois certains bomber le torse, heureusement que le ridicule ne tue plus en politique. Le même Figaro donne un long entretien à Gabriel Attal sur les installations illicites de gens du voyage. Le titre en une, « Tu dégrades, tu paies ». Déclaration préalable obligatoire, registre national des 20 caravanes, facturation au prix d'un camping, saisie de véhicules. Sa formule, une amende qui n'est jamais payée, ce n'est pas une sanction, c'est une plaisanterie. Et le Parisien suit ce même Attal sur les routes, pied au plancher, un des seuls candidats à ne pas s'offrir de parenthèse estivale. Le volet économique maintenant, et il pèse lourd. Les Échos annoncent le retour d'un vieux serpent de mer, l'année blanche. Pour préparer le budget 2027, Bercy veut rouvrir le débat sur l'indexation automatique des prestations sociales. Roland Lescure sur France Inter, c'est une manière efficace de faire des économies. Les calculs du spécialiste François Eccal, 12 milliards et demi d'euros l'an prochain, dont 11 rien que sur les retraites. Et la France doit trouver 125 milliards d'ici 2032 pour stabiliser sa dette. Autre information de une, Bercy abaisse de 25 à 10% le seuil à partir duquel l'État peut s'opposer à une prise de participation étrangère dans un set stratégique. Et puis il y a l'économie du quotidien, celle du Parisien. 5 mois après le franchissement des 2 € le litre, le journal est allé à Gargenville, dans les Yvelines, à la rencontre de ceux qui se décrivent comme la génération à 2 €. Le pizzaiolo du coin a tout vu. Avant, la pizza, c'était 1 fois par semaine. Aujourd'hui, c'est 1 par mois. 2 pages plus loin, pénurie de salade dans les rayons. 3 semaines qu'un maraîcher du Finistère n'a pas récolté une seule laitue. Bonne nouvelle en revanche pour les marchés. Le CAC 40 a battu hier son record en séance, 8 642 points, porté par la perspective d'un accord entre Washington et Téhéran sur le détroit d'Ormuz. Le baril de Brent recule de 5%. Volet technologique. Le Figaro lance une série d'été, Les maîtres de l'IA, ces nouveaux visages qui dominent l'économie mondiale. Le journal part d'une image, celle du G7 d'Évian le 17 juin. Autour de la table, à côté des chefs d'État, Dario Amodei, Sam Altman, Demis Hassabis. Des patrons reçus comme des chefs d'État et qui, écrit le Figaro, se piquent de politique. Mais la bourse, elle, a la gueule de bois. Toujours dans le Figaro, SpaceX a perdu la moitié de sa valeur depuis la mi-juin. 2 660 milliards de dollars au pic, 1400 aujourd'hui. L'analyste John Plassard, il y a eu un excès d'optimisme autour du titre. Et puis il y a l'article qu'il ne fallait pas manquer. Page 12 de Libération, il ne fait pas la une et il donne le vertige. Le 19 juillet, pendant la finale du mondial de football, un mathématicien pose à une intelligence artificielle la conjecture jacobienne, un problème de géométrie algébrique posé en 1939 sur lequel des générations de spécialistes se sont cassés les dents. Le lendemain, il publie un contre-exemple. 87 ans de recherche terminés en une nuit. François Charles, qui dirige le département de mathématiques de l'École normale supérieure, la communauté des mathématiciens s'est vite aperçue de la justesse du résultat. A signalé aussi, dans le registre discret, la longue enquête de Libération sur la mort de Cheikh F, 29 ans, tué le 15 juillet par un policier municipal du Pontet dans le Vaucluse. Le journal, qui a consulté la procédure avec Mediapart, relève que le véhicule de la victime était bloqué, qu'elle a été atteinte dans le dos et qu'aucune réquisition n'a été faite pour récupérer les images des caméras du péage.
Et la culture, pour finir, elle a le blues. Les Échos publient un premier semestre très sombre pour l'édition française. Moins 6,2% en volume, cinquième recul consécutif, et pour la première fois, un marché repassé sous ses ventes d'avant Covid. Seule exception, Souveraine. Freda McFadden, l'autrice de La femme de ménage, a hissé 8 de ses romans dans le top 15 des ventes en France. Le Figaro signale un documentaire Arte à ne pas manquer. Duchamp, la Baronne et le mystère de l'urinoir. Un jeu de pistes autour d'une hypothèse. Et si la fameuse fontaine de 1917 n'était pas de Marcel Duchamp, mais de la fantasque baronne Dada, Elsa von Freytag-Loringhoven. Le Parisien, lui, remonte le temps. Le 20 août 1982, une Québécoise de 14 ans chante « L'amour viendra » dans Croque-Vacances sur TF1. La consigne de son entourage au présentateur ce jour-là, éviter les trop gros plans sur son visage. Céline Dion venait d'entrer dans nos vies. Et puisqu'il faut finir en musique, les Échos consacrent une page à Clisson, 7500 habitants en Loire-Atlantique, cité médiévale devenue capitale mondiale du métal. 240 000 festivaliers au Hellfest et 500 000 litres de bière. Voilà pour la presse de ce mardi 4 août. Excellente journée à toutes et à tous.